Bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. On salue ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Yes. Et notre invité ce matin est ancien député de l'Essonne, proche de François Hollande. Bonjour Julien Drey. Bonjour. La Cour d'appel de Versailles dira aujourd'hui si Jérôme Kerviel doit ou non 4 milliards 900 millions de dommages et intérêts à la Société Générale. C'est vertigineux. Jérôme Kerviel était l'invité de France Info avec Fabienne Sintès il y a quelques minutes et selon lui, cet argent, il ne le doit pas. On l'écoute. Jérôme Kerviel. De là où je me trouve, et ce que je dis depuis 8 ans, c'est qu'effectivement, je ne leur dois rien du tout. Que cette perte de 4,9 milliards d'euros, il n'y a même pas la queue d'une expertise ou la queue d'un élément prouvant qu'ils ont vraiment perdu 4,9 milliards d'euros. Et encore une fois, dans la droite ligne de ce que je maintiens depuis le premier jour de ce dossier, mes supérieurs et la banque savaient ce que je faisais, donc je ne leur dois rien. Jérôme Kerviel, victime ou escroc, Julien Drey ? J'ai pas une virgule à rajouter à ce qu'il vient de dire. J'en ai parlé avec lui, parce que je voulais le savoir, je l'ai rencontré plusieurs fois. Vous l'avez rencontré parce que vous estimez parce que je voulais savoir un peu ce qu'il en était. D'accord. Et je crois qu'il était dans un système, mais j'imagine pas une seule seconde que dans un système comme ça, on laisse un individu jouer avec des milliards sans que personne ne soit au courant. Par contre, il y a quelqu'un qui doit de l'argent. Ah, c'est qui ? C'est la Société Générale. La Société Générale. À l'État, notamment. Qui doit de l'argent à l'État. Et ce serait bien d'ailleurs que l'État lui rappelle qu'elle a fait une manipulation comptable qui fait qu'on lui a réduit ses impôts et elle doit de l'argent à l'État. Ce matin, Christian Eckert rappelait... Je signale par ailleurs qu'on a assisté au mois de juin à une chose assez particulière sur la Société Générale, c'est que le président de la Société Générale, devant l'Assemblée, le Sénat en l'occurrence, a dit des choses qui étaient contradictoires. Et finalement, les amis politiques du président de la Société Générale, puisque c'est un militant politique qui a été affecté à cette banque. Ah, c'est un militant politique. Ah, c'est un militant politique. Il était dans un cabinet, il était à l'Élysée, je vous rappelle. Hein. Enfin, il y en a d'autres qui, de l'Élysée, sont passés dans des banques. Hein. On va pas, mais ça n'empêche pas qu'ils étaient pas qu'à droite, je veux dire. Ah, mais c'est pas un problème de savoir droite ou gauche. Simplement, c'est un militant, d'accord. Militant, oui, c'est un responsable politique. Il exerçait des fonctions politiques. Voilà, pas un militant au sens où il distribuait des tracts. En général, ces gens-là distribuent peu de tracts. Mais c'est un responsable politique, voilà. Donc, il y a une nomination politique à la tête de cette banque, et des amis politiques de ce président, lorsqu'il est passé au Sénat, où il a dit qu'il ne connaissait rien au départ, il a été prouvé qu'il avait eu des informations, et bon, ça s'appelle un mensonge. Christian Eckert disait ce matin qu'il prendrait les responsabilités qu'il faut lorsque le jugement sera connu, mais la question c'est 2,2 milliards, est-ce qu'on ne va pas nous faire le coup du too big to fail ? Trop grosse pour tomber, vous savez, depuis Lehman Brothers... Si on fait tomber une banque, on sait qu'on fait tomber les autres. Mais si vous voulez, après, si vous plaignez que les concitoyens se demandent un peu ce qui se passe dans ce pays, ils sont étonnés, ceci explique aussi un peu cela. Là, il y a visiblement eu, des arrangements dans les couloirs, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et je pense que c'est choquant. Voilà. Et vous appelez Julien Drey le gouvernement à réclamer la note si du moins oui, c'est normal. La Cour d'appel de Versailles. C'est l'argent des citoyens, c'est notre argent. Si la Cour d'appel de Versailles dit que Jérôme Kerviel ne doit pas de dommages et intérêts à la Société Générale, l'arrêt de la Cour d'appel sera donc connu dans la journée. La une du journal Libération a retenu notre attention ce matin. Le journal Libération met des femmes musulmanes à sa une, française musulmane, dit le journal Libération. Et cette une exprime bien ce qui est souvent la démarche de la gauche française. Certains la jugent trop complaisante avec la religion musulmane et les manifestations croissantes de religiosité dans la société. Est-ce que vous comprenez cette critique, Julien Drey ? Est-ce que vous ne la comprenez pas ? Moi, j'aime pas les manifestations de religiosité. Voilà, parce que je suis laïque et je pense qu'il faut bien séparer les choses. Après, je suis pas contre la religion. La religion, c'est une affaire privée. Personne n'est contre la religion. Voilà, d'accord. Donc, c'est une affaire privée. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui dans la société française des poussées, et avec des tentatives de déstabilisation. Alors, et la gauche est-elle trop angélique face à ces poussées ? Il y a eu parfois un certain angélisme, parce qu'on avait l'impression que tout ça venait de la droite ou de l'extrême droite et qu'il fallait faire attention. Mais il y a aussi en même temps, on voit bien, des noyaux radicaux, islamistes, qui essayent de déstabiliser. Donc il faut aussi rappeler les règles. Bon, l'espace public, c'est l'espace public. Voilà. Il y a une emprise salafiste en banlieue. Un ministre a parlé de sang Molenbeek. Oui, ça c'est des trucs de débat. Il y a toujours eu des radicaux. On le sait depuis maintenant une dizaine. On le sait depuis une dizaine d'années. Alors d'ailleurs, on a assisté à des basculements de ceux qui souvent étaient d'abord des dealers ou des choses comme ça et qui allaient trouver un alibi idéologique à leurs prestations dans la religion. Bon, il y a des noyaux radicaux, il ne faut pas le cacher, avec des prêches salafistes. C'est pour ça que j'ai souvent demandé à ce que les prêches soient faits en français, pas les prières.
J'avais eu ce débat-là avec un imam qui me disait, mais par exemple, les prières dans les synagogues, elles sont en hébreu. J'ai fait remarquer que les prières en hébreu, oui, mais pas les prêches. Donc les prêches en français. Les prêches en français, oui, c'est normal. Voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'il faut interdire le salafisme. Elle présente une proposition de loi à ce sujet. Ça a un sens selon vous, Julien Drey ? parce que là, on va rentrer dans la police idéologique. Le salafisme, c'est une chose, c'est une approche. Après, il y a ceux qui vont jusqu'au bout et tombent dans l'islamisme radical et dans le terrorisme, etc. Bon, par ailleurs, après, si vous commencez à rentrer dans l'interdiction du salafisme, vous allez avoir une police qui va regarder les textes et c'est pas sûr qu'elle va s'en sortir. Oui, ça, la police, il faudra la former, oui. Guy Birnbaum. Vous qui êtes le fondateur de SOS Racisme, en 1984... Vous êtes désagréable ce matin. Je crains que je sois obligé d'être désagréable. Vous vous rendez compte Non, c'est sur l'âge, hein. C'est pas sur la fondation. Non, pas sur l'âge, où nous en sommes. C'est un échec ? C'est quand même un échec patent. C'est un échec patent de quoi ? SOS Racisme a été Du fondé multiculturalisme en 1984. Je viens de le rappeler. Nous sommes 32 ans. 32 ans. Ouais. Vous attribuez la responsabilité de la situation actuelle à SOS Ah, pas Racisme. du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Non, Guy, rassurez-moi, vous parce l'avez que pas fait. Mais non, je me c'est disais, pas- en termes de responsabilité historique, ça c'était un procès nouveau, ça. Non, c'est pas Bon. ça. Non, est-ce que c'est vous un avez bien échec, compris puisque- la Ouais. question. Non, j'ai pas compris la question pour Vous une simple comprenez La raison. cohabitation des communautés, vous SOS pensiez Racisme qu'elle est pouvait un être... cri de colère de toute une génération à un moment donné. Ce cri de colère, il a été utile parce que je vous rappelle qu'à l'époque, toute une partie de la droite disait qu'elle avait des valeurs communes avec le Front National. Il y a eu une mobilisation générationnelle. Après, SOS Racisme n'a pas dirigé le pays. Peut-être d'ailleurs que ça aurait été mieux qu'on le dirige. Vous en étiez pas très loin quand même. Hein. Ouais, mais on l'a pas dirigé. Ouais, Et- enfin. Non, mais attendez, on l'a pas dirigé. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit, je l'ai écrit. On va pas refaire Je l'histoire. pense, on va pas refaire Mais- l'histoire. non. Je pense qu'il y a une occasion qui a été ratée en 1988, après l'élection de François Mitterrand, dans tout ce qui a été le travail en direction des quartiers et des banlieues, et qu'on a laissé malheureusement les choses. On a fait beaucoup de plans, de tout ce que vous voulez, mais que sur le terrain, ça n'a pas changé. Voilà. Et là, il y a une ghettoisation, et la ghettoisation, elle a généré la misère sociale. La misère sociale a généré la radicalisation, soit par le biais de la délinquance, soit aussi par le biais d'une radicalisation religieuse liée aussi à un contexte international. Julien Drey, vous restez avec nous, l'émission politique continue. L'info en 90 secondes avec Victor Matet à 8h40. Il y aura bien une hausse des taxes sur le tabac avec une augmentation à venir du prix du tabac à rouler de 15%. Confirmation ce matin du secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Pas de hausse prévue en revanche sur le paquet de cigarettes. Ces taxes sur le tabac évoquées également ce matin par la ministre de la Santé dans un entretien au journal Les Échos. Marisol Touraine annonce surtout que le trou de la Sécu sera bouché dès l'an prochain. Cela concerne le régime général de la sécurité sociale. Un déficit de 400 millions d'euros en 2017 contre plus de 3 milliards aujourd'hui. Ce rebondissement dans l'enquête sur l'incendie de la rue Mira il y a un an à Paris, il avait fait 8 morts. D'après France Inter, un locataire vient d'être mis en examen et écroué. L'homme a reconnu avoir mis le feu dans les parties communes de l'immeuble. Le sans-abri qui avait été accusé a dans le même temps été libéré d'office. Malgré le couvre-feu à Charlotte aux États-Unis, des centaines de manifestants ont une nouvelle fois passé la nuit dans les rues de la ville. La troisième consécutive après la mort d'un homme noir abattu par la police mardi. La nuit s'est déroulée dans le calme, assurent les forces de l'ordre. C'est l'un des piratages les plus importants jamais réalisés. Les données d'au moins 500 millions de comptes Yahoo à travers le monde ont été volées. Des adresses mail, des noms, des dates de naissance, des numéros de téléphone. Pas de danger en revanche pour nos données bancaires, assure le géant américain qui conseille fortement de changer de mot de passe. France Info. La suite de l'émission politique sur France Info avec Julien Drey ce matin. Question, Jean-Michel. Le grand problème de la gauche aujourd'hui, c'est sa division à 8 mois de l'élection présidentielle. C'est une division vue de notre côté qui a l'air durable. On ne voit pas bien ce qui la réduira. C'est aussi votre avis, Julien Drey ? C'est installer un très mauvais climat dans la gauche. C'est le seul privilège qui me reste, celui de l'âge. C'est un rappel de ce qu'a été le sectarisme que j'ai connu quand j'étais jeune, puisque j'étais même un petit sectaire. J'étais un trotskiste qui donnait des leçons. Vous parlez des années 70 ? Dans les années 70. Il y a eu un grand personnage, François Mitterrand, qui nous a donné une grande leçon, puis on a beaucoup à avoir compris cela et à avoir rejoint. Mais on retrouve une Qui est sectaire ? Jean-Luc Mélenchon est sectaire ? Ah oui. Cécile Duflot est sectaire ? Il y a un sectarisme. Je ne vais pas caractériser les uns et les autres. Oui, il y a un sectarisme. Et avec tout ce qui va avec, une forme de dogmatisme, une forme de simplification de la pensée, une forme d'excommunication de ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est pas ça l'état d'esprit de la gauche. Quand la gauche, elle se plonge dans ce genre de logique, personne ne sort gagnant, parce qu'au soir des élections, si la gauche a perdu, on ne dira pas c'est Mélenchon qui avait raison et c'est François Hollande qui avait tort. On dira la gauche s'est discréditée. Et quand je lis sur Internet, par exemple, des gens qui disent « mais de toute manière, c'est pas la gauche »,
Alors, il restera quoi? Le Parti socialiste et le gouvernement, c'est pas la gauche. Le Parti socialiste, c'est pas la gauche. Je leur dis simplement de lire le programme de la droite et puis ils peuvent préparer les banderoles et compter les jours de grève qu'ils seront obligés à faire pour essayer d'empêcher cela. Donc, je pense que le moment est venu. C'est comme ça que de quoi le moment est venu pour un certain nombre de responsables de gauche de froncer les sourcils. De se mettre en colère. Voilà. C'est ce que voilà. Ça n'arrête pas. Vous réclamiez ça de François Hollande au début du mois, se mettre en colère. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça veut dire, ce se mot-là? mettre en colère, ça veut dire qu'il faut mettre chacun devant ses responsabilités politiques. Parce qu'il y a une forme de complaisance à dire oui, mais bon, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal dans ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien de normal quand vous voyez la multiplication de candidatures dont on se demande quelle est l'utilité et l'efficacité. Voilà. Il n'y a rien de normal quand on sait quel est le rapport de force politique dans la société. On n'est pas dans une phase ascendante de la gauche qui peut se permettre des débats interminables. On est dans une phase où, il faut le reconnaître, idéologiquement, vous l'avez vu, la gauche est confrontée à des défis très importants et donc elle doit savoir préserver l'essentiel, son rassemblement et son unité. C'est mal parti. À chaque fois que dans Et c'est mal l'histoire... parti. Oui, c'est mal parti, mais dans ces cas-là, j'ai appris une chose, Oui. si vous me permettez, de François Mitterrand et même du trotskisme. Quand j'étais jeune, vous voyez, Ça n'a pas été inutile. Voilà, ça n'a pas été inutile. C'est que ceux qui mènent le combat pour l'unité, pour le rassemblement, se font souvent décrier, même malmener. Mais c'est eux qui finissent par l'emporter. Donc le moment est venu, comme nous l'avions fait d'ailleurs, d'une certaine manière, rappelez-vous, au moment des régionales. Quand on avait fait ce fameux référendum, tout le monde nous avait brocardé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ringard qui nous ont sorti et tout? Mais ça avait pesé. Moi, j'ai vu. Voilà. Donc la question qui est posée maintenant, il va y avoir des primaires, c'est que tout le monde devrait accepter ce cadre-là. Il y aura après un candidat qui sortira. Tout le monde, non, toute la gauche. Mais c'est pas toute la gauche qui va l'accepter. Vous en avez fait votre deuil de ça. Non, mais moi, je fais jamais mon deuil tant que j'ai encore une seconde de vie. Il faut être réaliste aussi, vous savez. Oui, mais le réalisme, des fois, amène une certaine fatalité. Et je pense que de temps en temps, il faut être extrêmement volontaire. Parce que le problème, c'est pas Mélenchon. Le problème, c'est l'ensemble des gens qui lui font confiance. Et donc, la question qui est posée à tous ces gens-là aussi, elle est très simple. Jean-Luc Mélenchon pense qu'il peut être président de la République. Donc, il pense qu'il peut convaincre le peuple français. Donc, s'il peut convaincre le peuple français, il peut déjà commencer par convaincre le peuple de gauche. Semble-t-il, c'est évident. D'ailleurs, ça serait la partie du peuple qui serait la plus facile à convaincre pour lui. Donc, je ne comprends pas ce détour. Et donc, la question, elle lui est posée, elle doit lui être posée inlassablement. Vous savez, comme le petit sparadrap du capitaine Haddock chez Tintin. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pas qu'on faille le deuil de ça en disant, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas lâcher Jean-Luc Mélenchon. Bon, je ne suis pas en train de... Attendez, parce que comme je le connais, il va être parano, il va encore croire que ça y est, j'ai été mandaté par je ne sais pas qui pour aller le chercher. C'est pas que lui, c'est Cécile Duflot. Je veux dire, excusez-moi, mais... ce processus de primaire interne chez les écologistes, non, je ne vais pas être méchant. Si, allez-y. Non, c'est vendredi. Vendredi, on peut être méchant, il n'y a pas de contre-indication religieuse. C'est un processus interne qui est complètement interne, qui va concerner quelques centaines de gens et qui désigne quelqu'un qui a vocation à représenter. Voilà, ça frise un peu quand même, des fois, l'interrogation. Vous alliez dire autre chose. J'allais dire autre chose, mais je me suis dit que j'avais dit que j'étais gentil. Vous alliez dire le ridicule et vous ne l'avez pas dit. Je vous laisse le dire. D'accord, mais vous l'avez pensé. Gilles Bonstein. Vous avez dit qu'il ne fallait pas excommunier. Alors, il y en a un dont on a l'impression qu'il est un peu excommunié à gauche, c'est Emmanuel Macron. Écoutez ce que Daniel Cohn-Bendit, à votre place, en disait hier. Daniel Cohn-Bendit disait ça, on va juste le resituer pour bien le comprendre. Il disait « Souhaitons, espérons qu'Emmanuel Macron nous évitera un second tour entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen à l'élection présidentielle. » Le cauchemar pour moi, c'est un deuxième tour Sarkozy-Marine Le Pen. Oui, c'est terrible. Et c'est Macron... Ça fait 46% à 50% d'abstention. Il peut éviter ça, c'est Macron ? lui qui peut éviter ça ? Moi, je crois. Ah, vous le croyez, vous aussi ? Il n'y a que lui qui peut faire ça ? J'ai rien à rajouter à ce que dit... Ah, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je pense que la question qui est posée aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais elle est... Cohn-Bendit dit il est le seul à pouvoir éviter un 21 avril. Alors, est-ce qu'il est le seul à pouvoir éviter un 21 avril ? Je croyais que vous aviez compris, parce que je me disais... Non, un gros scoop, là. Dommage. Non, je ne pense pas qu'il soit le seul. Donc, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'Emmanuel Macron a travaillé dans une équipe, et si vous voulez, comme j'ai quand même un peu fréquenté cet ami, j'ai pas eu l'impression que quand il fréquentait cette équipe-là, il avait des divergences telles que ça l'amenait à quitter le gouvernement. Bon, donc il a été pris par la logique institutionnelle de la Ve République, les entourages, les équipes qui lui disent qu'il a un destin à la Kennedy, qu'il faut y aller, etc. Le problème, c'est que c'est pas un destin à la Kennedy qu'il a. Là, aujourd'hui, on voit bien. C'est pas lui. Destin à quoi, c'est un destin qui va conduire la gauche à une fragmentation supplémentaire. Son travail, c'est d'être dans la gauche. Il a dit, ça n'a pas été facile de lui faire dire, parce qu'il a quand même hésité un petit peu. Il a dit, ma famille, c'est la gauche.
Si sa famille, c'est la gauche, il doit travailler au rassemblement de la gauche. Il doit apporter quelque chose. Il doit accepter ce qui était l'esprit de Mitterrand, la synthèse. La synthèse, c'est de se dire qu'à un moment donné, on met en avant l'intérêt général de la gauche et pas l'intérêt individuel ou particulier. Vous voyez son potentiel quand même. Vous voyez qu'il a, auprès de l'opinion publique, un impact important, beaucoup plus aujourd'hui que n'importe quel autre dirigeant de gauche. Alors, d'abord, j'attends de voir, parce que je sais ce que c'est que les mayonnaises médiatiques qui montent, parce que c'est un peu... Vous pensez à Ségolène Royal ? Ségolène Royal, c'était pas qu'une mayonnaise médiatique, vous l'avez vu. Hein. Vous l'avez vu, mais... Elle avait un impact auprès de l'opinion publique. Emmanuel Macron, c'est un peu comme Ségolène Royal. Ça, c'est vous qui le dites, et si vous me permettez, je n'ai pas encore cette conviction. On va voir, je peux d'autant plus le dire que j'ai été un de ceux qui l'ont défendu contre toute une partie de la gauche qui voulait l'excommunier. Ségolène Royal, il y avait une densité, il y avait des concepts, excusez-moi. D'ailleurs, maintenant, tout le monde le reconnaît. J'ai beaucoup d'amis, de camarades et de journalistes qui me disent « Ah ouais, mais la campagne de 2007, c'était quand même pas n'importe quelle campagne, l'ordre juste, la société métissée. » Pour l'instant, excusez-moi, j'ai pas entendu grand-chose en termes de concept. Fabienne ? Concrètement, s'il fallait y aller, est-ce que vous voteriez pour, là, y compris là sur une primaire, s'il y allait, pour Emmanuel Macron sans vous boucher le nez, sérieusement ? Non, je voterai pas. Au pire, j'écouterai ce qu'il dit. A priori, pour l'instant, dans une primaire, je voterai pour François Hollande. Parce que je pense que celui qui est le plus à même aujourd'hui de représenter ce qui est ma pensée, c'est-à-dire la nécessité de faire une nouvelle étape pour les progressistes. Mais si au final, au sondage, on voit que Hollande n'y va pas parce qu'il est vraiment très bas et puis qu'il y a un créneau à prendre pour Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Il faudra voir. Moi, je ne parle pas en termes de créneau, je parle en termes de part de marché. Je regarderai quel est le programme d'Emmanuel Macron et je regarderai s'il y a d'autres candidats. D'après moi, si François Hollande n'est pas candidat, il y aura un débat politique à gauche et je me déterminerai par rapport à ce qui correspond à mes convictions. Vous êtes sûr qu'il sera candidat, François Hollande ? Pardon ? Vous êtes sûr qu'il sera candidat, François Hollande ? On n'est jamais sûr de rien, jusqu'au jour où les choses sont prononcées. Il hésite vraiment ? Il doit se poser des questions, c'est normal. Il doit d'autant plus se poser des questions que le paysage de la gauche n'est quand même pas la chose qui incite le plus à vouloir aller au combat. Il vous demande des conseils ? Mais ce n'est pas... Il vous demande des conseils ? Ce n'est pas une personnalité qui se défile et qui, je dirais, ne prend pas ses responsabilités dans ce genre de situation. Il vous demande des conseils ? Il a besoin de conseils de personne. Il discute. Tout le monde a besoin de conseils. Non, mais je veux dire, non, mais attendez, je suis pas il n'y a pas, je dirais, un état-major secret. Il discute avec un certain nombre de gens. Il évalue la situation. Il se positionne parce que la question qui est posée, c'est on se décrète pas candidat. On crée les conditions de sa candidature. Et on voit ça dans un instant. L'émission politique continue. Il est 8h50 et voici Victor Mattei. Les recherches ont duré toute la nuit. Elles se poursuivent ce matin au large de Hyères, dans le Var. 2 jeunes hommes sont portés disparus après une collision entre 2 bateaux. 3 autres personnes tombées à l'eau ont pu être secourues. Si vous fumez du tabac à rouler, attention, son prix va bientôt augmenter de 15%. Confirmation du secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Pas de hausse prévue en revanche sur le paquet de cigarettes. 8 ans de bataille judiciaire et peut-être une victoire décisive pour Jérôme Kerviel. La Cour d'appel de Versailles doit dire cet après-midi si l'ancien trader doit ou non payer à la Société Générale 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. Dire aussi si la banque a commis des fautes dans cette affaire. Jérôme Kerviel réaffirme ce matin sur France Info qu'il ne doit rien à la Société Générale. En Syrie, la ville d'Alep à feu et à sang, une offensive de l'armée contre les rebelles. Dans le même temps, au siège de l'ONU à New York, les discussions entre Russes et Américains sur une nouvelle trêve ne donnent rien. Hatem Ben Arfa va-t-il rejouer un jour avec le Paris Saint-Germain ? L'une des recrues phares de l'été n'est toujours pas retenue par son entraîneur. C'est encore le cas ce soir pour le match contre Toulouse. C'est la 4e fois d'affilée. Le milieu français n'a plus joué un match depuis le 9 septembre. France Info, le retour de l'émission politique sur France Info avec Julien Drey, question Gilles Bornstein. Oui, politiquement, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est la loi travail qui ne passe pas tellement à gauche. Est-ce que ça vous coûte cher politiquement dans votre électorat ? Non, je pense que ce qui a coûté cher, il faut être honnête, c'est le débat sur la déchéance de nationalité. C'est ça qui revient souvent, même, c'est d'ailleurs paradoxal d'ailleurs, parce qu'on fait remarquer que finalement, elle n'a pas été faite, la déchéance. Mais c'est ça qui a créé le divorce avec une gauche militante qui était attachée à un certain nombre d'identités, de fidélités, de combats, et qui a eu le sentiment là qu'il y a quelque chose qui dérapait. Voilà. La loi travail, on ne sent pas des hurrahs dans la rue non plus. Non, on ne sent pas des hurrahs, mais bon, je veux dire, j'ai quand même fait aussi, comme un certain nombre de gens, beaucoup de manifestations. Je n'ai pas non plus senti une insurrection populaire de refus de la loi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que c'est ça le phénomène intéressant, c'est qu'il y a des élections professionnelles qui se déroulent en ce moment dans les entreprises. Et dans ces élections professionnelles, les syndicats réformistes qui ont défendu le principe du dialogue social dans l'entreprise marquent des points et gagnent ces élections. Ça veut dire qu'entre les manifestations de rue et la réalité, il
Quand on connaît le taux de syndicalisation, ça peut aussi vouloir dire que les salariés ne se sentent pas forcément représentés par ces syndicats que vous dites réformistes. Ils votent. Oui, ils votent dans les entreprises. Enfin, il y en a beaucoup qui votent pas. Oui, mais il y a quand même... Non, dans les élections professionnelles, ça vote parce que les salariés savent qu'ils ont besoin des délégués syndicaux, qu'ils ont besoin d'une représentation syndicale. Vous savez comme moi que c'est justement une des remarques que font les syndicats à juste titre. Ils disent il y a un décalage. Quand on nous dit qu'il y a un faible taux de syndicalisation, eux, ils renvoient au taux de participation qui est très important des entreprises et qui montre un certain attachement aux organisations syndicales. Donc voilà. Donc il faut continuer le dialogue. Il faut montrer maintenant dans la pratique que cette loi. Il ne faut pas abandonner. Il faut y aller au risque de fâcher la gauche. Il faut prendre les décrets d'application. Il faut prendre les décrets d'application, montrer que c'est un élément positif, que les organisations syndicales retrouvent une place dans l'entreprise. Il faut que le patronat joue le jeu. Donc il faut faire la démonstration. Vous avez toujours eu un peu de complicité, peut-être même d'amitié, je n'en sais rien, avec Nicolas Sarkozy. Comment vous voyez son retour dans la campagne est excessif, présidentielle? Complicité aussi, mais bon. Vous avez quand même été copains. Il y a une complicité qui est liée au fait que vous avez un long compagnonnage politique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, vous avez le même âge, élu dans la région parisienne. Vous êtes bien connu. Je ne dis pas que vous étiez dans un camp, lui dans l'autre, mais plutôt quand même quelque chose d'assez sympathique. Alain Juppé se plaint que Nicolas Sarkozy rabaisse le débat politique. Vous partagez son sentiment ou vous trouvez qu'il a un certain talent pour faire son retour, Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy lui répond t'as qu'à montrer que toi, tu es capable de relever. Bon, on voit bien où on en est. Nicolas Sarkozy fait une campagne qui n'est pas surprenante. Ceux qui le connaissent s'attendaient à cela. Il a fait une analyse de la société, de son électorat. Il sait que pour gagner la primaire, ceux qui vont se déplacer sont les plus radicalisés. Il sait que ceux-là sont les plus radicalisés et les plus sensibles à toutes les questions d'identité, de rejet de l'islam et de tout ce qui a trait à cela. Et donc, il joue à fond sa partition. Il ne fait aucune erreur. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne fait aucune erreur de langage. Et il sait ce qu'il fait. Voilà. Et toujours avec parce que c'est la technique Sarkozy, ça, c'est de dire mais moi j'ai dit des choses qui sont banales, nos ancêtres, les Gaulois. Bon, mais il le dit à un certain moment donné, face à un certain public, et ce public, il sait ce que ça veut dire. Il va gagner. Ça veut dire qu'il gagne. Il a gagné, je suis pas. Il va gagner. Il a incontestablement créé la dynamique dans cette campagne, mais comme il savait le faire. Ce qui est étonnant, c'est que ses adversaires donnent le sentiment d'être surpris par ça. C'est votre adversaire préféré. Non, parce que je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une théorie qui est complètement différente. Vous avez un petit sourire, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image. Je veux dire pourquoi. Parce que je pense que si Juppé gagne, il n'est pas en phase avec l'électorat de droite. Je ne pense pas que l'électorat de droite, le cœur de l'électorat de droite que je connais, soit pour une identité heureuse. Voilà. Et je pense qu'il risque d'arriver à Juppé ce qui est arrivé à Balladur. Voilà. Vous qui êtes un spécialiste du vote révolutionnaire, non, je ne suis pas un spécialiste. Si. Vous envoyez le vote révolutionnaire, c'était le vote du Parti communiste en 1981. Ça m'a pas échappé. Contre François Mitterrand. Mais alors, donc, est-ce que vous appelez les militants socialistes à aller voter à la primaire de la droite? Non. De toute manière, on s'était même posé cette question-là en 2011, nous, en se disant est-ce que le primaire. Ah, vous voyez, c'est pas idiot. Mais ça ne marche pas comme ça. Bon. C'est quelques centaines de personnes qui peuvent, mais ça n'a pas d'influence sur la dynamique si on est dans les 3 millions d'électrices et d'électeurs qui viennent voter. Voilà. Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation, futur président de la Fondation pour l'Islam de France, bonne ou mauvaise idée? C'est une bonne idée au sens où Jean-Pierre Chevènement, quoi qu'on dise, est un responsable politique qui a une grande densité intellectuelle, qui connaît par ailleurs le monde musulman, qui connaît le monde arabe, donc il fera du bon travail, c'est un homme de dialogue. Bon, alors après on peut se dire qu'il aurait peut-être fallu que ça soit des gens plus jeunes, bon, mais en même temps le jeunisme à un moment donné... Il fallait vraiment un laïc bon, voilà. Oui, quand on est arrivé... à un certain âge, le jeunisme devient... Voilà. Gilles Bornstein. Jacques Chirac, toujours hospitalisé. Qui est-il pour vous? Ça a été un adversaire politique, mais ça a aussi été un personnage que j'ai beaucoup respecté, que j'ai appris à connaître, parce que je reconnais qu'on ne l'a pas ménagé quand on était jeune, mais après, c'était un républicain qui a pris ses responsabilités dans des périodes difficiles, qui était par ailleurs, après, quand on le connaissait sur le plan personnel, quelqu'un d'attachant. Je sais que dans des moments difficiles de ma vie, comme je le connaissais, il n'a pas hésité à prendre le téléphone, à me remonter le moral, à me dire des choses. Donc, j'ai beaucoup de respect. Je suis très, très, très triste de tout ce qui est en train de se faire, parce que franchement, on peut le laisser tranquille. Il a assez donné pour la République. Il y a un sujet grave qui nous dépasse tous, on se sent petit face à ça, c'est la Syrie, et vous vouliez en dire un mot, Julien André? Oui, parce que je considère que la France a un rôle particulier à jouer maintenant. On le dit souvent, mais, oui, mais il faut maintenant n'arrive pas souvent à le jouer. Je l'ai dit déjà il y a quelques jours, il y a des ONG, notamment une ONG qui s'appelle La Syrie pour tous, qui a fait un plan que je peux vous montrer, que je vais vous donner. Le plan Katab. Le plan Katab, qui porte le nom du président de cette fondation, qui introduit une nouvelle démarche. C'est de dire aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la reconstruction de la Syrie. Tout de suite, sans attendre. Il y a des sous qui sont prêts, et d'ailleurs, ces sous, ils n'appartiennent pas aux organisations internationales, ils sont faits par des donateurs, et donc il y a la possibilité
d'engager un processus de reconstruction. Ce processus de reconstruction est très important. Parce que là, on est en train de se battre pour essayer de gérer les migrants. Mais la meilleure manière, ça serait qu'ils puissent se retourner. S'il y a une dotation budgétaire qui est donnée aux migrants, s'il y a une sécurité qui est faite, si un certain nombre d'entreprise s'engage, alors la logique qui découle de ça peut être différente. On peut mettre en place... Un plan existe. Oui, un plan existe. Et surtout, on peut mettre en place un gouvernement d'union nationale qui mette en pratique ce plan. Si on met ça sur la table, la discussion entre les Russes et les Américains, elle change de nature. Merci Julien Drey d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et bon week-end à tous.